Alors, nous allons maintenant passer à une autre partie, une troisième partie. Donc, ma première partie, c'était le sommeil. La deuxième partie, c'était la nutrition. C'est pour moi les deux choses principales. Alors, il y a quelqu'un qui a évoqué les aspects psychologiques. Je suis bien d'accord que les aspects psychologiques sont très importants aussi. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas ma spécialité, donc je ne les aborderai pas. Mais je suis d'accord que c'est très important aussi. Donc, après le sommeil, après les aspects nutritionnels, eh bien, on va passer à d'autres choses qui peuvent être utiles chez le joueur de football. Et j'ai sélectionné, parce qu'évidemment, on ne sait pas aborder tout dans le temps qui est imparti, et puis ça nous amènerait très très loin, pour souvent le même genre de conclusion. C'est de dire que tous les autres moyens, donc ce que l'on va appeler tous ces moyens externes, eh bien, ils peuvent de temps en temps amener des bénéfices, mais ces bénéfices sont des bénéfices qui sont bien moindres qu'une bonne récupération par le sommeil et une bonne récupération par l'alimentation. Ça, c'est véritablement les deux clés. Alors, ceci, c'est ce que l'on appelle le cold water immersion, donc c'est-à-dire de plonger les jambes dans de l'eau froide. Alors, dans de l'eau froide, on parle de l'eau à 8 à 12 degrés. Donc, c'est de l'eau comme elle sort en fait du réseau de distribution. Donc, ce n'est pas des, des, de la cryothérapie à très basse température, c'est simplement s'immerger dans de l'eau froide, c'est-à-dire une eau qui vient du réseau de distribution. Alors ceci, c'est une étude qui en fait la synthèse de toute une série d'autres études. C'est ce que nous appelons dans notre jargon une méta-analyse, c'est-à-dire ils ont fait la synthèse de toute une série d'études et puis ils en font le bilan ici. Et donc ce qu'il faut surtout regarder, c'est cela, ici. D'accord. En fait, si c'est négatif ici, ça veut dire qu'il y a un effet délétère, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas le faire parce que ça veut dire que ça a un effet délétère. Ici, ça a un effet positif, d'accord. Et si ça touche la ligne de zéro, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet du tout. Et donc, vous voyez qu'effectivement, pour les douleurs musculaires retardées qu'on avait évoquées la fois dernière, pour les douleurs musculaires, eh bien, très clairement, s'immerger une dizaine de minutes après un match ou après un entraînement de haute intensité dans une eau à 8 à 12 degrés, eh bien, ça semble avoir un effet bénéfique sur le développement des douleurs musculaires retardées. Et dans la partie droite de ma diapositive, eh bien, vous retrouvez exactement la même analyse sur la force. Et vous voyez qu'ici, sur la force, eh bien, ça n'a pas d'effet puisque vous voyez que le petit losange ici, eh bien, il touche la barre des zéros. Eh bien, ça veut dire qu'on ne s'est pas montré d'effet. Donc, cette stratégie de se mettre dans de l'eau froide, ça semble-t-il un effet sur la douleur et réduire la douleur. C'est très intéressant, mais il ne faut pas croire que c'est miraculeux parce que, par exemple, ça n'a aucun effet sur la force. Et dans la même étude, il montre en fait que ça n'a pas d'effet sur un tas d'autres paramètres physiologiques. Alors, on avait évoqué ça, ou en tout cas, j'ai ajouté cette diapositive parce que c'était une des questions qui était venue la fois dernière, qui est en fait l'utilisation de ce qu'on appelle les cooling jackets. Donc, c'est-à-dire ces espèces de vestes qui permettent de se refroidir, soit avant, soit au moment de la mi-temps, soit après le match. Et donc, la question est-ce utile? Je vais commencer par la réponse et puis je donnerai les arguments. La réponse, c'est oui, c'est utile à une condition, c'est que l'on soit dans des conditions de stress thermique intense. Les conditions de stress thermique intense, bien, on les a vues, on les a évoquées la fois dernière en disant que le stress thermique, ça pouvait induire la fatigue. Donc, ça veut dire globalement, si vous arrivez à devoir jouer un match dans des conditions qui avoisinent 30 degrés ou au-delà de 30 degrés, ce qui n'est pas très fréquent en Belgique, surtout étant donné le moment où on fait la saison de football, mais qui de temps en temps peut arriver quand on joue à l'étranger ou lorsque l'on a des tournois internationaux, de temps en temps on peut jouer dans des conditions thermiques particulièrement chaude. Et donc, souvenez-vous, la fois dernière, on a vu qu'on s'adapte à ce genre de choses. Il y a moyen de s'entraîner à s'adapter. Mais on peut aussi utiliser des stratégies qui permettent de réduire cette fatigue et donc de récupérer. Alors ceci, c'est une étude qui simule un petit peu un match de foot, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est des Japonais qui ont fait ça, n'avaient pas
tout à fait compris qu'un match de foot, c'est des 45 minutes. Non, non, en fait, ils n'ont pas fait ça pour simuler un match de foot, mais enfin, ils ont fait comme s'il y avait deux mi-temps, hein. Alors, en fait, ils ont fait une série d'exercices qui étaient des exercices de pédalage de très haute intensité, et puis de moins grande intensité, puis encore de moins grande intensité, qui répétaient 15 fois. Puis les types, ils avaient 2 minutes de repos, et puis ils reprenaient la même chose. Et puis, il y avait ce qui peut correspondre à une mi-temps, une pause de la mi-temps au football. Il y avait 15 minutes de pause. Et pendant les 15 minutes de pause, eh bien, il mettait soit une cooling jacket, soit il n'en mettait pas au sujet qui était contrôle, et puis il refaisait exactement la même chose. Et donc, il mesurait la température. Ici, c'est une mesure de la température centrale qui est reflétée par la température rectale. Et donc, vous voyez qu'évidemment, pendant la première partie, c'est normal, ils n'utilisent pas les cooling jackets, il n'y a rien qui change, mais qu'au moment où on arrive à la mi-temps, eh bien, les sujets qui mettent la cooling jacket, eh bien, ils rediminuent plus vite leur température centrale, et que eh bien, cette température centrale reste légèrement plus faible pendant toute la deuxième mi-temps. Vous me direz, oui, ce n'est pas un effet qui est très grand. Je suis bien d'accord avec vous, ce n'est pas un effet qui est très spectaculaire. Là où l'effet est spectaculaire, c'est au niveau de la température de la peau. Donc SK pour skin temperature. Donc vous voyez, on n'a pas d'effet ici pour la première partie, c'est normal, il n'y a pas de différence. Et puis il y en a qui mettent cette cooling jacket, et donc à ce moment-là, la température de la peau diminue très fort, d'accord. Et vous voyez que ce n'est qu'à la fin de la deuxième mi-temps, eh bien, qu'on retrouve plus ou moins les mêmes températures de peau. Et donc dans toute cette partie-ci, on va jouer avec une température de peau qui est inférieure. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est un signal de fatigue. Donc, la fois dernière, je vous ai expliqué que euh, l'augmentation de la température corporelle était un signe de fatigue. En fait, il y a deux températures corporelles. Il y a la température centrale, qui est ici reflétée, il y a un petit effet, mais il y a aussi la température de la peau. Et donc, donner le signal au système nerveux que la peau n'est pas trop chaude est un signal qui est assez favorable. Et donc, on peut objectiver ça sur la performance par la puissance qui a été développée. Et donc, vous voyez très clairement que dans la deuxième partie, la deuxième mi-temps, hein, ici, eh bien, les sujets qui ont eu la cooling jacket pendant la pause, eh bien, ils arrivent à développer des puissances qui sont plus intenses. Donc, à partir du moment où on a des matchs qui se font dans des conditions thermiques particulièrement chaudes, je vous recommande d'utiliser des stratégies de refroidissement pendant la pause, pendant les 15 minutes de pause entre les deux mi-temps. Alors, les cooling jackets, il y en a différents modèles. Je ne vais pas commencer à faire l'analyse du marché ici. Il y a les vieilles qui sont quand même très, très pénibles à utiliser. Maintenant, il y a de nouvelles cooling jackets qui sont plus chères, qui sont sur le marché, qui ne dégoulinent pas de partout et qui permettent un bon refroidissement. On attend sur le marché une toute nouvelle qui vient de France, qui va être très, très chère, mais qui manifestement est remarquable. Mais il y a moyen de faire des choses très, très simples. Alors, une chose très, très simple, c'est prendre un essuie-de-bain, un grand essuie-de-bain, c'est de le plonger dans la baignoire, de le mouiller la veille au soir, de le tordre et puis de le mettre au frigo. Et donc, bien non, il en faut un par joueur. Et au moment où les joueurs rentrent dans le vestiaire, eh bien, tout simplement, vous leur demandez de se draper dans cet essuie. Ça va leur amener une grande sensation de fraîcheur, et si vous pouvez renouveler ces essuies après quelques minutes, c'est encore mieux parce que les essuies vont relativement vite se augmenter de température, mais c'est une stratégie qui est très très simple et relativement efficace. Et on peut la combiner avec une autre stratégie qui paraît un peu surprenante, mais je vous assure, ça marche bien, c'est de refroidir en fait les boissons que l'on va donner aux sportifs pendant la mi-temps et même après le match. Faire de ce qu'on appelle des slushies. Vos enfants, ou vous-même peut-être, moi j'aime encore bien ça, c'est faire ces amalgames de glace. Alors il ne faut pas nécessairement qu'ils aient cette couleur, hein, mais vous pouvez prendre les boissons de récupération et demander au staff de faire ce qu'on appelle des slushies. Il y a des machines comme ça on vend qui permettent de faire ça, c'est ce que les commerciaux utilisent. Et donc, ça dépend de ce qu'on met dans le réservoir de la machine. Et donc, ils vous font des glaçons, quoi. Ils vous font en fait de la glace pilée. Et donc, vous réhydratez pendant la mi-temps, non pas avec du liquide, mais vous réhydratez avec des slushies. Donc, par exemple, 250 ml au moment où on arrive dans le vestiaire et 250 ml 5 minutes avant qu'on quitte le vestiaire. Et donc, vous allez avoir une diminution qui est relativement significative
de la température corporelle. Donc en fait, ceci sont des stratégies de récupération qui ne sont valables que lorsque l'on va se trouver dans des conditions thermiques qui sont particulièrement pénibles. Mais ces structures de refroidissement, les cooling jackets et l'utilisation des slushies ont montré de manière indéniable, je pense, des effets sur la température corporelle et sur la récupération. Alors, il y a autre chose qui est sans doute bien utile chez les footballeurs, ce sont les outils de compression. Les outils de compression, euh, en fait, on dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur les outils de compression. Il y a une très très belle synthèse de la littérature qui a été publiée il y a quelques années déjà, et donc j'ai ici simplement repris le titre. Et puis j'ai été piqué à mon ami Yann Lemeur, qui est en fait un collègue français qui a travaillé pour l'INSEP à Paris et puis qui a travaillé pour Monaco. Et maintenant, je ne sais plus très bien ce qu'il fait, mais enfin, il n'est plus à Monaco. Monaco, donc le AS Monaco, donc le foot. Euh, et donc, il avait fait cette synthèse, et donc je me suis permis de lui reprendre. Donc, il a repris les données qui se trouvent dans cet article, et il montre ici les effets positifs, pas d'effets, ou des effets négatifs, des outils de compression, donc je dirais des chaussettes, mais surtout des bas de compression, donc les grands bas de compression. Alors, il y a quelque chose qui est rassurant, c'est qu'ici, ce n'est pas négatif, donc ça n'impacte pas négativement la récupération. Vous voyez que pour la plupart, eh bien, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet, c'est majoritairement pas d'effet, pas d'effet, pas d'effet. Néanmoins, il y a une exception, c'est ceci, les douleurs musculaires retardées, ce que nous appelons les DOMS, hein, Delay Onset Muscle Soreness, les douleurs musculaires retardées. Encore une fois, ces outils de compression eh bien, vont avoir un effet sur les douleurs musculaires retardées. On ne peut pas dire que ça va avoir un effet sur la force, que ça va avoir un effet sur la capacité de saut, de sprint, d'endurance. Non, non, c'est sur les douleurs musculaires retardées, mais les douleurs musculaires retardées, c'est important en foot. Donc c'est un peu comme les systèmes de refroidissement, hein, le système de refroidissement, je pense que c'est utile particulièrement aux joueurs de foot parce que le foot en lui-même induit, plus sans doute que d'autres sports, des douleurs au niveau des jambes. Alors, dans d'autres sports, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les contrastes, c'est-à-dire qu'on suggère aux athlètes d'aller d'abord dans un bain froid, et puis dans un bain chaud, et puis dans un bain froid, et puis dans un bain chaud. En fait, ça permet d'induire une vasoconstriction, vasodilatation, vasoconstriction, vasodilatation, qui donne en fait une sensation d'apaisement. On utilise ça beaucoup avec beaucoup d'athlètes. Je ne recommanderais pas ça au niveau du foot, parce que bien souvent au niveau du foot, il y a certains œdèmes qui ont été générés pendant le match à cause des coups. Et évidemment, mettre de la chaleur sur ces œdèmes, c'est sans doute prématuré. Juste après le match, il vaut mieux mettre cela dans un environnement froid que dans un environnement chaud. Alors le massage. Le massage, j'ai bien évolué sur l'idée que je me faisais du massage. Avant cette étude qui date de 2012, qui a été faite par un groupe de collègues canadiens de Toronto, moi je disais, vous savez, le massage c'est des papouilles, les papouilles c'est bien sympa, mais ça n'a pas d'effet. Parce qu'on n'avait pas pu montrer l'effet du massage. Néanmoins, cette étude a pu montrer un effet du massage. En fait, une étude qui est assez bien faite. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait faire un exercice de haute intensité. Et puis, ils ont en fait ils ont massé une jambe et l'autre jambe n'était pas massée. Et ils ont pris des biopsies dans les deux jambes et ils ont comparé les deux jambes, la jambe qui avait été massée et la jambe qui n'avait pas été massée. Alors, il faut bien se dire aussi que dans cette étude, il ne s'agissait pas d'un massage très superficiel, mais il s'agissait véritablement d'un massage sportif, c'est-à-dire d'un massage profond. Donc ça, c'est important à garder à l'esprit parce qu'un massage superficiel, on ne va sans doute pas avoir le même genre d'effet. Alors c'est un peu plus compliqué, mais je vais essayer d'expliquer ça simplement. Ce que l'on va trouver ici au-dessus, ce sont en fait des facteurs qui reflètent l'inflammation. C'est l'inflammation qui a été générée par l'exercice. Et donc, vous avez ici la jambe qui a été massée et vous voyez que eh bien, ces marqueurs de l'inflammation eh bien, sont à certains moments, entre guillemets, plus faibles dans la jambe qui a été massée par la jambe qui contrôle la jambe qui n'a pas été massée. Et donc, ce massage profond semble effectivement réduire l'inflammation. Sur la partie inférieure, eh bien,
ce sont des marqueurs de ce que l'on appelle la formation des nouvelles mitochondries. Les mitochondries, on en parlera beaucoup jeudi prochain. En fait, les mitochondries, c'est la centrale énergétique de la cellule. Quand on fait du HIIT, du High Intensity Interval Training, c'est entre autres cela qu'on va stimuler. Et donc, en fait, ces marqueurs de ce que l'on va appeler la biogenèse mitochondriale, donc la formation des mitochondries, eh bien, vous voyez qu'ils sont plutôt accrus dans la jambe qui a été massée par rapport à la jambe qui n'a pas été massée. Donc, effectivement, le massage qui est utilisé beaucoup dans certains sports, par exemple les cyclistes, ils se font masser énormément, sans doute dans les sports collectifs se fait moins masser, mais le massage par quelqu'un qui sait bien masser, qui peut faire des massages profonds, est à la fois relaxant et effectivement peut montrer certains effets. Il y a néanmoins un bémol, attention, on ne masse pas un muscle qui aurait reçu un traumatisme, donc on ne masse pas sur un œdème, on ne masse pas sur un muscle qui aurait reçu un coup pendant le match, donc ça il faut bien le garder à l'esprit. Or, dans certains sports, et honnêtement, je ne sais pas si c'est le cas au foot, mais j'ai quand même mis la diapositive, on a tendance à utiliser et à surutiliser les anti-inflammatoires. Et donc, dès qu'il y a eu un match un peu dur ou dès qu'il y a eu un entraînement un peu dur, eh bien, on prend des anti-inflammatoires de ce type-ci, hein, c'est ce qu'on appelle l'ibuprofène, ou on prend un autre anti-inflammatoire qui est le paracétamol. Et donc, je reviens à ma récupération avec les acides aminés. Donc ici, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait faire un exercice et puis on a donné des acides aminés à des sujets et on a donné soit dans une condition contrôle, ce qu'on appelle une condition placebo, soit avec de l'ibuprofène, soit avec du paracétamol. Et donc, vous voyez que dans la condition contrôle, la condition placebo, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, eh bien, donner des acides aminés va accroître la synthèse des protéines, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça favorise la récupération. Vous voyez que si on ajoute à ces protéines de l'ibuprofène, cet anti-inflammatoire, eh bien, cet anti-inflammatoire limite la réponse de la synthèse des protéines, donc on va moins augmenter la synthèse des protéines, donc on va avoir moins l'effet de ces protéines sur la récupération, et il en va strictement de même avec le paracétamol. Donc, ces anti-inflammatoires, encore une fois, c'est un problème médical. S'il faut prendre des anti-inflammatoires, c'est au médecin à prescrire les anti-inflammatoires, et il faut les prendre au moment où le médecin dit de les prendre, parce qu'il y a de temps en temps de bonnes raisons pour prendre des anti-inflammatoires. Il n'y a aucune raison pour prendre des anti-inflammatoires de manière systématique après un match ou une compétition. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à faire ça et on se trouve bien avec ça, hein? Parce qu'en fait, ces anti-inflammatoires ont également des effets analgésiants. Donc, ils vont réduire la douleur. Très, très clairement, ils vont réduire la douleur. Mais ils vont réduire la douleur, mais ils vont aussi inhiber les mécanismes de récupération. Donc, on ne recommande pas de prendre de manière systématique des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est le médecin qui doit les prescrire. Partie la plus délicate peut-être de mon exposé, mais je pense que je ne pouvais pas passer à outre cela, c'est qu'après la première mi-temps et la deuxième mi-temps, en foot comme dans d'autres sports d'ailleurs, il y a de temps en temps la troisième mi-temps. Et donc ici, je vais vous montrer quelques dias sur les effets de la troisième mi-temps sur la récupération et donc, entre autres, l'effet de l'ingestion d'une certaine quantité d'alcool, par exemple sur la resynthèse du glycogène. Donc ici, ce sont des exercices qui ont été faits. On a pris des biopsies musculaires avant et après l'exercice et on a mesuré la vitesse de resynthèse du glycogène, ici dans des conditions contrôle, d'accord ? Ici, dans des conditions dans lesquelles, en fait, on se dit, bah, je n'ai pas besoin de prendre des hydrates de carbone, hein, puisque je prends bien de l'alcool, l'alcool va jouer ce rôle. Non, pas du tout. L'alcool ne joue pas du tout le même rôle. Si vous prenez de l'alcool, vous allez réduire la vitesse de resynthèse du glycogène. Vous allez dire, oui, mais si je prends les hydrates de carbone et l'alcool, eh bien, c'est un peu mieux, mais on n'arrive toujours pas à la même vitesse que dans les bonnes conditions contrôle. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez resynthétiser plus lentement le glycogène si vous prenez de l'alcool et des hydrates de carbone. Donc, l'alcool ne remplace pas les hydrates de carbone. Si on prend de l'alcool en plus des hydrates de carbone, la seule chose que l'on fait, c'est réduire la vitesse de resynthèse du glycogène. Qu'en est-il par rapport à la synthèse des protéines? Donc ici, vous avez toujours la synthèse des protéines. Vous avez ici la condition optimale que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire on donne des protéines après le match, ou après l'exercice. Et ici, eh bien,
on a donné de l'alcool et des protéines. Et vous voyez que l'alcool, eh bien, a tendance à réduire également la vitesse de resynthèse des protéines. Donc, ce n'est pas une bonne idée. On avait vu dans la partie nutrition trois choses: la réplétion du glycogène, l'activation de la synthèse des protéines et la réhydratation. Eh bien, ceci, c'est la réhydratation. Donc ici, une étude écossaise dans laquelle, après l'exercice, en fait, on a donné de l'alcool à différentes concentrations. Et donc, on a simplement mesuré la concentration d'alcool dans le sang. Évidemment, plus on donne d'alcool, eh bien, plus la concentration va avoir augmenté. Ça, c'est tout à fait clair. On a mesuré, durant les 6 heures qui suivaient l'épreuve, on a mesuré le volume urinaire excrété. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que les petits carrés ici, ça représente la plus haute dose d'alcool. Et donc, ces petits carrés, ces petits triangles, pardon, eh bien, vous les retrouvez ici. Cette plus haute dose d'alcool, eh bien, elle a tendance à augmenter ce qu'on appelle la diurèse, c'est-à-dire la production d'urine. Donc, en fait, l'alcool, c'est diurétique. Passez-moi l'expression, mais ça fait uriner de grandes quantités. Et donc, si ça fait uriner de grandes quantités, ça va obérer, ça va empêcher la bonne réhydratation. Et c'est ce qu'on voit ici. Ici, on voit la réhydratation, donc on est hydraté avant l'exercice, on se déshydrate pendant l'exercice, on boit, on se réhydrate, et puis si on ne continue pas à boire, eh bien, on va tout doucement uriner les liquides que l'on a pris. Et vous voyez que si on reprend mes petits triangles, eh bien ici, vous allez voir très clairement que l'on va retomber très nettement en dessous de ce pointillé des zéros. Donc, on ne se réhydrate pas après l'exercice avec de l'alcool. En fait, l'alcool va être déshydratant. Parce que l'alcool, en plus que de bloquer la resynthèse du glycogène, va bloquer la stimulation de la synthèse des protéines et va augmenter la diurèse et donc va empêcher une bonne réhydratation. Ce n'est donc pas une bonne idée. D'autre part, les gens qui s'occupent plus de sociologie et de sciences humaines montrent typiquement que eh bien, la consommation d'alcool, c'est typiquement masculin. Hein. On trouve ça moins dans les sports féminins. Et c'est également lié de temps en temps à des faits de violence et des comportements sociaux qui sont inappropriés. Donc ici, il ne fallait pas beaucoup d'explications. J'ai juste repris le titre de cet article. C'est un autre article qui a également étudié la consommation d'alcool chez les sportifs. Et donc, il liste très clairement, eh bien, c'est plus dans les sports collectifs que dans les sports individuels hein, que l'on va trouver cette utilisation d'alcool. Donc, comme William avait bien insisté pour que je fasse une synthèse à l'issue de mes diapositives, ben, la situation, c'est un peu celle-là, quoi. Hein. Si vous avez des sujets féminins qui font des sports individuels, ben voilà comment elles se réhydratent. Et si vous avez des gars qui font des sports collectifs, voilà plutôt comment ils ont tendance à se réhydrater. Et donc, c'est pas la meilleure des solutions. Je vais nuancer ça un tout petit peu par la suite, mais c'est vrai que l'utilisation de grandes quantités d'alcool, eh bien, c'est mauvais pour la récupération parce qu'en plus, ça empêche de bien dormir et puis de temps en temps, ça amène à certains excès. Dites si on repassait, j'arrive à la fin là, si on repassait sur WooClap, j'ai un petit problème pour vous. Donc, imaginons qu'on soit à la fin d'un match. Hein, donc, je vous ai mis ici toute une série de stratégies et je voudrais que vous les mettiez dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire l'arbitre siffle la fin du match, qu'est-ce qu'on fait en premier, et puis qu'est-ce qu'on fait en second, qu'est-ce qu'on fait en trois, qu'est-ce qu'on fait en quatre, puisqu'il y a quatre propositions. Donc vous les mettez dans l'ordre et puis on y revient.
Voilà, le compteur stagne généralement aux alentours de 27, 29, voilà 30. Bon, on va regarder, euh, on va regarder les résultats, hein. On va faire comme ça. Voilà, donc ça, c'est la réponse la plus fréquente. Donc la plus fréquente, c'est l'hydratation. On est d'accord. Le massage, je ne sais pas s'il faut faire le massage tout de suite, tout de suite. En 3, l'apport d'hydrates de carbone et de protéines. Ensuite, le bain froid. Puis ici, on va retrouver à nouveau le massage. Je vois que j'ai fait. Alors voilà, les bonnes réponses, c'est ça en fait. C'est ça. La première chose à faire, c'est réhydrater. Dès que l'arbitre a sifflé la fin, il faut, et ça se voit de plus en plus maintenant, ça ne se faisait pas il y a quelques années, mais il faut que à la sortie du terrain, chaque joueur reçoive un bidon et la priorité de ce bidon, c'est de réhydrater. Ensuite, quand ils sont au vestiaire depuis quelques minutes, on peut amener progressivement de plus grandes charges en hydrates de carbone et en protéines. Par la suite, on pourra éventuellement leur faire prendre un bain froid au moment de la douche. Et le massage, c'est pour bien après, à la limite, c'est en fin de journée, si le match est en après-midi, ou c'est même le lendemain. Donc, c'est quelque chose qui peut être largement différé. Et donc, je me suis amusé à vous faire un petit protocole, je dirais, qui vaut ce qu'il vaut, mais comme je verrais bien l'intervention après un match. Donc, juste après la fin, 500 millilitres d'eau avec 4% d'hydrate de carbone. Donc 4%, ça veut dire que quand vous préparez, vous mettez 40 grammes par litre d'eau. 40 grammes par litre d'eau. Il faut également des électrolytes. On n'a pas beaucoup parlé des électrolytes, mais il fallait faire des choix. En fait, ce genre de choses, vous trouvez dans à peu près toutes les boissons de récupération. Toutes les boissons de récupération commercialement disponibles, c'est le genre de choses que vous allez trouver. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on cherche là? C'est réhydrater. Ensuite, il rentre au vestiaire, on se pose un peu, on commence à discuter. Dans la demi-heure qui suit, vous pouvez redonner 500 millilitres d'eau. Vous pouvez augmenter les hydrates de carbone, donc on est à 6%. Et là, on peut amener les premiers 25 grammes de protéines. Quel est le but? Eh bien, c'est de réhydrater toujours, mais d'augmenter également la synthèse des protéines. Ensuite, vous pouvez les faire un cooling down. Vous pouvez faire un cooling down. C'est toujours utile de faire un cooling down parce que ça permet de garder la vascularisation. Je ne suis pas fan de faire des cooling down en jogging parce que le jogging va encore générer un certain stress sur les muscles. Idéalement, ce serait de pouvoir les mettre sur une bicyclette et de faire tourner les jambes si c'est possible, ou sur euh, un elliptique, et de donner une activité. Si on a une piscine et qu'ils savent nager, ben c'est de les faire nager un peu, mais ça paraît compliqué. Ou alors, si on ne sait pas faire autrement, ce qui est toujours le cas quand on joue en déplacement, c'est de faire éventuellement un cooling down à très très faible intensité. Donc très 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 faible intensité. Le but, c'est d'oxygéner, de vasculariser, et comme on l'a vu la fois dernière, éliminer le lactate, on s'en fout un peu. 60 minutes après, on redonne 500 ml d'eau. Et là, on peut toujours augmenter les hydrates de carbone. On est à 8% avec des électrolytes. Et à ce moment-là, si vous avez l'occasion de faire un cold water immersion, difficile à faire en déplacement, mais à la maison, pourquoi pas, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire, 10 minutes, dans une eau à 8 à 12 degrés, donc de l'eau de ville, tout simplement. Bon, si évidemment elle reste quelque temps, il faudra un peu la refroidir. Le but, c'est quoi? C'est de diminuer les douleurs musculaires et de diminuer l'inflammation. 120 minutes post-exercice, à nouveau 500 ml d'eau, on est toujours à 8% d'hydrate de carbone et on redonne 25 grammes de protéines. En plus, bon, il va y avoir un débriefing, je dirais, émotionnel. Si on veut faire de la relaxation, c'est peut-être le bon moment. Donc, cette récupération psychologique est importante. À 3 heures, on peut à nouveau donner 500 ml d'eau, toujours des hydrates de carbone. Et puis, à un moment, il va falloir manger. Alors, si vous avez l'occasion de manger plus tôt, c'est mieux. Je sais que, bon, à la fin d'un match, on ne se met pas à table, hein. Il y a quand même un certain temps, parce qu'il y a toute une série d'obligations à avoir, etc., à la fin d'un match. Donc, évidemment, quand on s'est rapproché le dîner, donc si on s'est rapproché le dîner, c'est mieux. Et donc ici, j'ai imaginé le dîner 3 heures, 3 heures et demie après le match, eh bien, reprendre un repas complet.
un aliment qu'on oublie souvent et qui est remarquable, c'est le potage, la soupe. Pourquoi? Parce que la soupe, c'est un apport hydrique, c'est un apport sodé, donc c'est un apport en électrolytes. Généralement, c'est un apport également dans toute une série de nutriments qui sont très intéressants. Donc, donner une soupe à manger. Des pâtes, il manque un S ici, des légumes. Prenez un morceau de viande qui ne doit pas être un steak argentin, hein. Donc, si vous prenez 100 à 150 grammes de viande, c'est bien, ou une portion de saumon, à ce moment-là, je pense que vous pouvez prendre un verre de vin rouge. Ce n'est pas un problème de prendre un verre de vin rouge. Donc, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'alcool, c'est évidemment l'abus d'alcool. Prendre un verre de vin rouge, en fait, il y en a qui vont vous dire que le vin rouge, ça contient du resveratrol. Le resveratrol, c'est un, en fait un extrait de l'écorce du raisin, hein, de la plure du raisin, et c'est finalement quelque chose qui est assez favorable. Bon, il y a un peu d'alcool dans le vin rouge, mais si vous prenez un verre de vin rouge, ce n'est pas un problème. Si évidemment vous affonez la bouteille de vin rouge, ça c'est un tout autre problème. Ça c'est un tout autre problème, mais prendre un tout petit peu de vin n'a pas beaucoup d'importance. Et puis éventuellement, avant d'aller dormir, vous pouvez prendre un cottage cheese. Cottage cheese, c'est euh, c'est un fromage un peu mousseux là, qui contient beaucoup de protéines que vous pouvez sucrer un tout petit peu, et donc ça va également contribuer à un bon endormissement. Donc ceci évidemment n'a pas une valeur absolue, hein, c'est juste un exemple de ce qui peut être fait, mais je pense toujours qu'il faut avoir, ça doit être très systématique, il ne peut pas y avoir d'improvisation. Donc les joueurs doivent exactement savoir ce qu'ils doivent faire, il faut leur ramener au fur et à mesure les bidons qui contiennent ce qu'ils doivent boire et les repas qu'ils doivent avoir pour manger. Donc, je suis un grand partisan de l'organisation d'un repas post-match parce que, bon, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects débriefing, mais on peut aussi contrôler ce qui va se trouver dans l'assiette et bien s'assurer que les gens vont manger. Dernière diapositive, c'est donc les messages que je souhaiterais que vous gardiez de tout ceci. C'est d'abord que la qualité du sommeil et sa quantité, ça doit être la priorité des priorités pour la récupération. Que la bonne hydratation, la bonne réhydratation et une diète qui est appropriée, eh bien, ça aide incontestablement à la récupération. Qu'il y a bien sûr toute une série d'autres stratégies, mais que les effets de ces autres stratégies par rapport aux deux premières, ce sont des effets qui sont quand même beaucoup moins importants, qui sont marginaux. Maintenant, je ne veux pas les sous-estimer, parce que comme toujours, si vous avez un effet de 1%, moi, si j'améliore un sportif de 1%, je suis très content, hein. Améliorer un sportif de 1%, généralement, c'est ce qui vous fait, quand on est dans des sports individuels, passer de la finale à la médaille, hein. Donc, c'est 1%, c'est important. Donc, il ne faut pas les négliger, mais il ne faut pas croire que ce sont des effets qui sont des effets importants. Les anti-inflammatoires et l'alcool ont des effets délétères sur la récupération. Euh, il y a aussi toute une série de stratégies qui ne sont rien d'autre finalement que des placebos, hein. Il faut bien avoir ça en tête. C'est qu'il y a toute une série de stratégies de récupération qui n'ont scientifiquement aucun effet. Alors, est-ce qu'il faut les bannir? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense toujours qu'il y a un côté un peu psychologique là-dedans. Si vous avez un footballeur qui veut absolument faire un truc parce qu'il croit que ça a un effet, même s'il n'a pas d'effet, tant que ce n'est pas délétère, s'il y croit, bon, c'est très bien qu'il le fasse, hein. Qu'il le fasse, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je pense toujours qu'en matière de récupération, il y a des choses très importantes. C'est le sommeil, c'est la nutrition. Là-dessus, il faut être intolérant. L'utilisation d'alcool et l'utilisation systématique d'anti-inflammatoires, il faut systématiquement bannir. Mais tous les autres trucs, je pense qu'il faut laisser une grande liberté aux joueurs. Certains vont aimer certaines choses et vont détester d'autres. Et je pense toujours que c'est un peu leurs propres sensations et leurs propres habitudes qui doivent les guider. Et donc, c'est bien de pouvoir proposer toute une série de méthodes de récupération et de laisser un certain choix aux joueurs pour choisir ce qui leur semble être le meilleur. Voilà, j'en termine donc ici par rapport à ce cours sur l'optimalisation de la récupération chez les joueurs de football. Et donc, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.